Ernesto Di Don Neto Fonseca Carreo, fondateur de l'éteint Cartel de Guadalajara, mis en scène dans les 2 premières saisons du show de Netflix Narcos Mexico, a été remis en liberté la semaine dernière au Mexique, le 5 avril dernier, même si l'information n'est parvenue à la presse qu'il y a seulement quelques heures au moment où je tourne cette vidéo. En réalité, cette information n'est pour beaucoup qu'un effet d'annonce, car le vieux Capo se trouvait déjà en résidence surveillée depuis 2016 pour raison de santé, mesure sous laquelle il achevait de purger les 40 années de prison de sa condamnation. Mais je reviendrai plus en détail sur cette libération et sur qui est Don Neto au sein des cartels au Mexique à la fin de cette vidéo, car Don Neto n'est pas le seul capo des années 80 et 90 à avoir fait parler de lui ces derniers jours, en mars et avril de notre année 2025. Comme quoi, cela montre bien que 45 ans ou 35 ans après les faits, cette page sombre de l'histoire mondiale n'est toujours pas tournée. Que ce soit le cartel de Guadalajara et le meurtre d'Enrique Camarena, ou Pablo Escobar et le cartel de Medellín. L'aura des pionniers du narcotrafic et le monde de violence qui nous ont légués demeure toujours bien vivant outre-Atlantique. Si vous voulez savoir ce que deviennent actuellement les personnages que vous avez connus dans les séries Narcos et Narcos Mexico, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous parler de ce qui fait actuellement l'actualité au Mexique et en Colombie, et même aux États-Unis. Vous connaissez sûrement leur nom, El Chapo Guzmán, avant lui son comparse El Güero Palma ou encore Alfredo Beltrán Leiva. Tous ces célèbres barons de la drogue mexicains ont été extradés aux États-Unis depuis leur pays d'origine pour y être jugés, au nom des crimes qu'ils ont commis contre la bonne santé des citoyens américains. Mais avant eux, il y en avait un autre, le premier narco à avoir été extradé aux États-Unis. C'était en 1987. Il s'agit du trafiquant du cartel des Medellín et subalterne de Pablo Escobar, Carlos Leder. Dans le viseur des autorités colombiennes et américaines, qui travaillaient conjointement pour le capturer, Carlos Leder avait été arrêté le 4 février 1987 en compagnie de 14 hommes de main chargés de veiller à sa sécurité, dans une ferme de la commune de Guarne, à moins d'une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau de Medellín. Pilote lui-même, Leder était responsable de l'acheminement aérien de la cocaïne depuis la Colombie à destination des États-Unis. C'est d'ailleurs dans ce but que le Capo acquiert en 1978 l'île baptisée Cayo Norman, située dans les Bahamas, qui deviendra l'un de ses centres d'opération. Fils d'un immigrant allemand en Colombie et d'une colombienne, Leder est connu pour ses idées nationalistes et anti-américaines, ayant financé le mouvement Latino Nacional, un groupe étant considéré de mouvance fasciste. Le baron de la drogue n'a d'ailleurs jamais caché son admiration, à la fois pour le chanteur John Lennon, qu'il a fait représenter en statue dans l'une de ses propriétés, comme pour Adolf Hitler, dont il se dit être un grand fan. Sûrement un chic type, ce Leder. Alors ça fait 2 vidéos d'affilée où je mets un portrait d'un nazi. La vidéo dernière c'était portrait d'Himmler. Je voulais une image d'un camp de concentration. Il y avait une image avec Himmler qui passait, ce gros bâtard là, qui passait devant un prisonnier d'un camp de concentration. L'image m'avait marqué, je l'avais retenue. Et là maintenant, nouvelle image d'Hitler. Ça fait 2 photos de nazis en 2 vidéos, on est, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est sur un bon ratio là. On est sur un bon ratio, j'aime 203 comme on dit. J'espère pas. Bref, l'année de sa capture en Colombie, Carlos Leder est donc extradé aux États-Unis, devenant le premier narcotrafiquant à recevoir cet honneur. Le premier d'une longue liste qui n'en finit plus de croître, pays dans lequel il est condamné à la peine de 137 ans de prison. Avec une sentence pareille, vous vous dites sûrement que l'histoire s'arrête là pour lui. Sauf que 2 ans plus tard, en 1989, l'armée américaine lance l'opération Just Cause, à savoir l'invasion du Panama, pour destituer le dictateur à la tête du pays d'Amérique centrale, le général Manuel Noriega. Vous vous dites peut-être que c'est cool de faire tomber un dictateur réputé pour exercer des sanglantes répressions en plus de ça. Oui, sauf que les Américains n'en ont rien à faire du respect de la démocratie ou des droits de l'homme au Panama. Ils n'envahissent pas le pays pour cela. D'ailleurs, le général Noriega, formé par la CIA à l'école des Amériques, on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo, était jusqu'ici l'allié des Américains, et ceux-ci se fichaient pas mal jusqu'ici de savoir la manière dont il administrait son pays. Si les Américains veulent destituer Noriega, c'est pour le punir de les avoir trahis en vendant des informations à leurs ennemis cubains, alliés au bloc soviétique, et de s'être en plus de ça livrés au trafic de drogue.
car le général Noriega est aussi l'un des principaux alliés des barons de la drogue colombiens des cartels des Medellín et de Cali, qu'il a même accueilli et caché dans son pays et dont il blanchissait aussi l'argent. Bref, avec la chute de Noriega, c'est un important rouage du trafic de drogue de l'époque qui s'effondre. Celui-ci est directement arrêté par la DEA, l'agence antidrogue américaine, et extradé aux États-Unis avant d'être condamné par un tribunal de Miami à 40 ans de prison pour trafic de drogue. Et l'un des principaux témoins à charge lors de son procès n'est autre qu'un certain Carlos Leder, qui a décidé de collaborer avec la justice américaine pour voir sa peine réduite. Bien qu'on pensait alors qu'il serait difficile d'attraper un plus gros poisson que Leder pour les Américains, le dictateur du Panama en est effectivement un, ce qui pousse les autorités américaines à requérir le témoignage du capot colombien et conclure un accord avec lui. Leder, pour sa part, demande selon ses propres dires l'autorisation à son chef, le baron Pablo Escobar, pour témoigner contre Noriega. Il voit finalement sa condamnation originelle de 137 ans de prison aux USA passer à seulement, entre guillemets, 33 ans de réclusion, pour avoir aidé à faire condamner le général Manuel Noriega. Et 33 ans plus tard donc, Carlos Leder est libéré de prison aux États-Unis, en 2020, à l'âge de 70 ans. Désormais libre, mais souffrant d'un cancer, il s'envole pour le pays de son père, l'Allemagne, et s'installe à Francfort, où il ne fait plus parler de lui, sinon pour donner 2 ou 3 interviews à la presse. Seulement voilà, surprise, le 29 mars 2025, il y a donc un peu moins de 2 semaines, les autorités colombiennes ont une surprise dont elles se seraient bien passées et voient débouler un drôle de client à l'aéroport de Bogota. Carlos Leder est de retour en Colombie, presque 40 ans après l'avoir quitté. L'ancien patron du cartel des Medellín est aussitôt arrêté et menotté dès son atterrissage à l'aéroport, où la douane colombienne l'informe que pèse sur lui un ordre d'appréhension pour trafic d'armes et de drogue. Leder, lui, arbore un visage serein et se plie volontiers à toutes les mesures que lui impose le service de douane et d'immigration au moment d'éclaircir son statut juridique. Il faut dire que le vieil homme est confiant. S'il dit être rentré en Colombie sur un coup de tête, il l'a fait après que ses avocats aient vérifié auprès du consulat colombien en Allemagne que ne pesait plus sur lui aucune charge pénale en mesure de l'inquiéter. La grande nouvelle d'il y a 2 semaines en Colombie et dans le monde du narcotrafic a donc été la seconde arrestation de Carlos Leder dans le pays d'Amérique du Sud, 40 ans après la première. Forcément, il y a de quoi rendre nostalgique. Le nom du capot germano-colombien du cartel des Medellín et de son défunt chef Pablo Escobar ressurgissent dans les médias et l'actualité à cette occasion. Mais 48 heures plus tard, après que les autorités colombiennes aient pu étudier le cas de Leder et les charges pénales qui pouvaient lui être reprochées, c'est une autre nouvelle qui retentit dans le pays. L'ancien mafieux est finalement remis en liberté dans la foulée. Comme celui-ci le pressentait, étant donné le trop grand nombre d'années écoulées depuis les faits, près de 40 ans, il y a désormais prescription pour toutes les poursuites judiciaires que pouvaient entreprendre les autorités colombiennes à son encontre. C'est donc un Carlos Leder libre comme l'air et de retour dans son pays qui, à presque 80 ans, fait le show devant les caméras et enchaîne interview sur interview au cours desquelles il balance des déclarations chocs et des révélations fracassantes plus ou moins crédibles sur Pablo Escobar ou l'ancien chef de sicarios Popeye par exemple. Et oui, car Carlos Leder n'est pas vraiment revenu en Colombie sur un coup de tête ou pour revoir son pays qui lui a tant manqué, comme il le raconte actuellement haut et fort sur tous les toits à qui veut l'entendre. Si le vieux enchaîne les déclarations d'amour et de patriotisme à la Colombie, c'est une toute autre raison en réalité qui l'amène et la conduit à se faire de nouveau arrêter pendant près de 48 heures. Le gars cherche simplement à faire sa promo. L'ancien narco profite en effet de la médiatisation de son arrivée plus que remarquée dans le pays et de toutes les interviews qu'il accorde depuis quelques jours pour faire la promotion de son bouquin sorti l'année dernière, dans lequel il prétend raconter toute sa vérité sur le cartel. Tout ça ne semble en fait qu'un gigantesque coup de com' pour vendre du paplard. Il y en a qui perdent pas le nord. Mais bon, on va lui laisser le bénéfice du doute et se dire qu'il en avait peut-être marre de manger des bretzels. Voilà pour l'homme qui fut le premier narcotrafiquant de l'histoire à avoir été extradé aux États-Unis et qui a désormais retrouvé, depuis 10 jours, une totale liberté dans son pays.
Mais il a cependant ouvert la voie, bien malgré lui, pour que les plus grands trafiquants de leur époque soient jugés aux États-Unis. Ce qui est justement en train de se passer pour l'un des pionniers du trafic de drogue, au Mexique cette fois. L'homme que l'on surnomme le narco des narcos, rien que ça. Autre actualité brûlante, le 27 février 2025, une nouvelle prend par surprise les médias et les observateurs du crime organisé au Mexique. Le pays est au même moment engagé dans un bras de fer avec le président américain nouvellement élu, Donald Trump, un peu comme tous les autres pays de la planète en fait, celui-ci déclarant vouloir ne faire aucun cadeau à ses partenaires mexicains et canadiens en matière de taux de douane. Au milieu des déclarations fracassantes du petit Donald qui surviennent alors quotidiennement, plongeant le Mexique dans une incertitude économique, le sujet de la crise des opiacés et du trafic de fentanyl qui cause près de 100 000 morts par an aux États-Unis revient sur la table. Trump demande aux dirigeants mexicains de faire davantage pour faire cesser ce trafic et menace d'envoyer l'armée américaine bombarder et même envahir le Mexique pour en finir avec les narcos. C'est dans ce contexte que le 27 février, une nouvelle retentissante nous prend tous au dépourvu. C'est Noël après l'heure, semble-t-il, puisque le Mexique vient alors de faire un beau cadeau aux Américains. 29 narcotrafiquants considérés comme extrêmement dangereux pour la sécurité du Mexique sont extradés au même moment dans le pays de l'oncle Sam. Du jamais vu. C'est les soldes chez les narcos apparemment, 29 pour le prix d'un. Une extradition massive qualifiée d'historique par la presse. S'ils sont considérés comme extrêmement dangereux pour la sécurité du pays, c'est aussi parce que chacun de ces 29 détenus pouvait prétendre à une libération dans les prochaines années. Ils ont fait leur temps à l'ombre, mais la liberté leur sera une fois de plus refusée. Les voilà expédiés par avion aux États-Unis, où ils encourent la peine de prison à perpétuité, et même, pour 6 d'entre eux, la peine de mort. Et oui, le pays que l'on tient pour le plus civilisé de la planète cherche maintenant à expédier une injection mortelle à plusieurs de ses détenus superstars, extradés dans le pays à force de coups de pression et de chantage économique. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de Mexicains se félicitent de voir ces chefs de la pègre quitter le pays, tout en se moquant de la politique de la présidente Claudia Sheinbaum, qui se couche éhontément devant les Américains pour les brosser dans le sens du poil. Pour ma part, je trouvais ça ironique qu'au même moment, Donald Trump était depuis le 20 janvier de cette année et son investiture en plein processus de déportation massive et en train de multiplier les vols à destination de toute l'Amérique latine pour expulser les criminels originaires de ces différents pays enfermés aux États-Unis. Parfois contre la volonté des dirigeants latino-américains, comme pour le Venezuela, le Brésil et la Colombie, contre lesquels Trump s'est livré à un bras de fer et n'a pas demandé leur avis pour leur envoyer en avion tous leurs ressortissants détenus dans ses prisons. Pour ce qui est du Mexique, Donald Trump a ainsi déporté 4094 détenus du 20 au 26 janvier. Par contre, à peine un mois plus tard, c'est l'inverse qui se produit puisque les Américains sont alors tout contents de recevoir ces 29 chefs de cartel extradés depuis le Mexique, avec lesquels ils comptent bien faire un exemple. Trump fait donc des pieds et des mains pour déporter les criminels latino-américains détenus dans ses prisons et les renvoyer chez eux, mais en accueille dans le même temps de nouveau avec plaisir, après avoir grandement insisté pour cela auprès des dirigeants mexicains. Avouez que c'est quand même ironique. Techniquement, il ne s'agit pas d'une extradition, les gouvernements des deux pays jouant ici sur les mots, puisqu'ils parlent seulement d'un transfert de ces 29 criminels d'un pays à l'autre. Ils ont cru que c'était le mercato les types. S'ils avaient adopté le terme qui devrait être normalement employé d'extradition, d'autres lois entreraient alors en vigueur, comme l'impossibilité pour le parquet américain de requérir la peine de mort à l'encontre de ses citoyens mexicains, comme c'est stipulé dans le droit mexicain. Or, c'est précisément ce que compte faire le gouvernement de Donald Trump pour 6 d'entre eux. Les deux gouvernements trouvent donc cette ruse et parlent officiellement d'un simple transfert en refusant le terme d'extradition, sans permettre aux avocats des détenus de formuler des recours pour l'empêcher. C'est dans ce contexte peu glorieux que survient donc l'extradition historique du mois dernier. Et ces criminels transférés, qui sont-ils au juste ? Eh bien la plupart sont des grands noms de la pègre mexicaine. J'avoue que je ne m'étais pas penché en détail jusqu'ici sur la liste des extradés. J'avais simplement assisté aux éditions spéciales, aux infos,
qui retenait en majorité parmi eux 4 noms, tous des narcos célèbres depuis les années 90 et 2000, mais il y en a en fait plusieurs autres dans cette liste, des grands capos, qui ont fait parler d'eux au Mexique ces derniers mois et qui se retrouvent maintenant entre les mains de la justice américaine. Ce fut une surprise quand même lorsque j'ai pris connaissance de la liste complète des détenus, de reconnaître une bonne partie d'entre eux. Je ferai peut-être une vidéo dédiée où je reviendrai en détail sur les profils de ces 29 individus qui risquent, pour 6 d'entre eux, la peine de mort aux États-Unis. Une grande première. Bon, je vous le disais, parmi ces 29 capos, 4 seulement ont trusté toute l'attention, les 4 étant évidemment ceux contre qui les autorités américaines requièrent aujourd'hui la peine de mort. Tout d'abord, il y a les 2 frères psychopathes qui ont hérité au début des années 2010 du commandement du tristement célèbre Cartel de los Zetas, Z40 et Z42. Les 2 frères voyageaient d'ailleurs dans le même avion et sont arrivés côte à côte sur le sol américain. Le troisième était un de leurs alliés de l'époque, l'homme contre qui le parrain El Chapo Guzmán et le cartel de Sinaloa avaient lancé une terrible guerre de territoire à la fin des années 2000. Le chef du cartel de Juarez et frère du seigneur des cieux Amado Carrillo Fuentes, j'ai nommé Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, arrêté au Mexique en 2014. Et enfin le dernier, c'est le fameux narco des narcos, l'un des pionniers du trafic de drogue au Mexique et contemporain du capo colombien Carlos Leder, dont je vous parlais plus tôt. Cet homme, cela fait maintenant 40 ans que le gouvernement américain cherche à l'extrader, la demande ayant même été faite à tous les gouvernements et présidents du Mexique successifs au cours des 4 dernières décennies écoulées, sans que ceux-ci n'aient accepté de le lâcher à leurs voisins du Nord. Jusqu'à ce 27 février 2025 et cette extradition historique. Le Mexique consent finalement à livrer l'homme qui s'est échangé en un symbole, une chimère, une source de discorde pour les Américains. Leur objectif prioritaire, pourrait-on dire. Pour vous dire, avant sa seconde capture en 2022, les USA offraient pour lui 20 millions de dollars pour toute information menant à sa capture, soit plus que pour tout autre baron de la drogue et presque autant que pour Osama Ben Laden en son temps, avant qu'elle ne soit finalement doublée jusqu'à atteindre 50 millions de dollars en 2007 pour le chef terroriste. Cet homme, c'est l'ancien chef du cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero. En plus d'être l'un des 3 fondateurs de ce qui est considéré hors cartel de Golfo comme le premier cartel du Mexique, l'homme est connu pour sa rocambolesque conférence de presse qu'il a donnée depuis la prison suite à sa capture et qui continuera probablement d'être diffusée sur les écrans mexicains de nombreuses décennies après sa mort. Pour Rafael Caro Quintero, on a composé des centaines de narcocorridos, en particulier à la fin des années 80 et dans les années 90, ce qui en font aujourd'hui des classiques de ce genre musical. Pas étonnant que son nom ait éclipsé tous les autres le mois dernier. Si on compare cette extradition de masse au mercato d'un club de football, c'est un peu comme si le FC Maison Blanche venait, avec l'extradition de Caro Quintero, de se recruter Lionel Messi himself. Forcément, même si le reste des recrues c'est des bons petits joueurs comme Ángel Di María, Diego Jota ou Moeskin, tout le monde ne va plus parler que de Messi. Voici d'ailleurs le communiqué de la DEA sur cette extradition. Aujourd'hui, 29 membres criminels de la mafia sont arrivés aux États-Unis depuis le Mexique, dont un nom qui ressort parmi tous les autres, pour tous les hommes et les femmes de la DEA. Rafael Caro Quintero, un capot des cartels qui a provoqué violence, destruction et mort aux États-Unis et au Mexique, a passé 4 décennies tout au haut de la liste des fugitifs les plus recherchés par la DEA, et aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté qu'il est arrivé aux États-Unis où justice sera rendue. Car si le capot est célèbre aux États-Unis, c'est surtout pour sa participation dans le meurtre de l'agent martyr des Américains, l'agent de la DEA, Enrique Kiki Camarena, torturé et exécuté à Guadalajara au cours d'une mission d'infiltration du cartel du même nom en 1985. Rafael Caro Quintero fut arrêté la même année au Costa Rica pour son meurtre, car la version officielle le dépeint toujours comme le principal assassin de l'agent fédéral. Lui a toujours clamé son innocence, tout du moins en ce qui concerne le meurtre de Camarena en lui-même. En tout cas,
C'est après lui que les Américains en ont depuis 40 ans, lui gardant jusqu'à aujourd'hui une rancune tenace, comme envers aucun autre narcotrafiquant. Les États-Unis espèrent encore aujourd'hui faire payer le meurtre de l'un des leurs et crient justice, ou plutôt vengeance. Pour ces derniers, s'en prendre à un agent américain, c'est franchir la limite entre le mal, presque acceptable, et celui tout bonnement inacceptable. Faut dire que l'enlèvement, la torture, puis le meurtre de l'agent Camarena, ancien marine américain né au Mexique, survenu après que celui-ci ait été interrogé et charcuté durant de nombreuses heures par ses geôliers, avait à l'époque révolté l'opinion publique américaine. Surtout que Camarena possédait déjà une petite renommée et avait même témoigné plusieurs fois à la télévision en gardant son visage dissimulé avant même l'opération d'infiltration au Mexique qui a conduit à sa mort. Enrique Kiki Camarena devient en 1985 le visage de la barbarie de la mafia mexicaine, premier agent de la DEA à trouver la mort en mission. Bien que les autorités américaines aient insisté pendant près de 40 ans pour que son assassin présumé, Rafael Caro Quintero, leur soit livré, le Mexique s'y était toujours refusé. Après avoir passé 38 ans en prison, Rafa Caro a été libéré à la suite d'une erreur bureaucratique en 2013, provoquant la colère noire des Américains et mettant le Mexique dans l'embarras. Dès sa libération, les grands moyens sont mis en œuvre pour de nouveau l'appréhender sans succès. Le Capo est de nouveau entré dans la clandestinité et par la même occasion a réintégré le crime organisé. Il s'est placé sous la protection de son ancien subordonné Ismael El Mayo Zambada dans le cartel de Sinaloa, avant de former sa propre organisation, le cartel de Caborca, quelques années plus tard en 2017. Puis, il a de nouveau été arrêté en juillet 2022. Aujourd'hui, je l'ai dit, le Capo est enfin entre les mains de la justice américaine. Le chef de la DEA, Derek S. Maltz, dit même en faire une affaire personnelle, comme tous les agents de la DEA, ainsi que la famille du défunt Camarena. Dès sa descente de l'avion en provenance du Mexique le 27 février 2025, Rafael Caro Quintero est photographié comme le plus beau trophée de chasse du gouvernement américain, flanqué sur sa gauche d'agents de la DEA et sur sa droite d'agents du FBI. La bête noire des Américains et fondateur du cartel de Guadalajara est enfin arrivé. Il n'aura fallu attendre que 40 ans. Lors de sa première audience face à un juge à New York, des centaines d'agents de la DEA se donnent rendez-vous devant le tribunal. Il faut dire qu'on juge au même moment le meurtrier de leur héros, Kiki Camarena, l'agent de la DEA le plus célèbre qui soit, comparé à une sorte de Jésus-Christ des temps modernes dans les shows télévisés de Netflix. La première audience de Caro Quintero prend donc des allures de veillée funèbre en hommage à Camarena, avec 40 ans de retard, de commémoration et plus globalement de grandes fêtes pour l'agence antidrogue américaine qui peut enfin jubiler. En entrant à l'intérieur du tribunal, la première chose que voit le mafieux, là encore, ce sont des dizaines d'agents de la DEA qui occupent les bancs de la salle en veste d'intervention, tout estampillé du sigle de la DEA. La salle est littéralement remplie d'agents. Deux d'entre eux, qui étaient chargés d'enquêter sur le meurtre de Camarena, se lèvent et passent de nouvelles menottes à Caro Quintero avant de le faire asseoir face au juge. Ces menottes ont été directement envoyées à ces deux agents de la DEA par un juge de Californie, un certain Enrique Camarena Jr. Le fils de l'agent Camarena a tenu à ce que Rafael Caro Quintero porte à cette occasion les menottes de son père. Rafael a lui plaidé non coupable et attend sa sentence, qui pourrait possiblement être la peine de mort. Il est aujourd'hui détenu au centre de détention métropolitain de Brooklyn, à New York, prison qu'il partage justement avec un certain Mayo Zambada, arrêté lui en 2024, et avec Vicente Carrillo Fuentes, le frère del Señor de los Cielos, le Seigneur des cieux. Ça commence à faire du beau monde. Et justement, comme le hasard est toujours synonyme d'ironie, le nom de l'ancien chef du cartel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, avait été cité par les médias mexicains au moment de cette extradition de masse survenue le mois dernier. Lui n'en faisait pas partie, puisqu'il a été capturé directement sur le sol américain par la DEA et le FBI en juillet 2024, et placé depuis lors dans cette prison de haute sécurité de New York, dans laquelle viennent aujourd'hui de le rejoindre ses deux petits copains. Si le nom d'El Mayo a été cité lors de l'extradition surprise des 29 détenus vers les États-Unis,
C'était pour expliquer la raison même de ce transfert inattendu. On se demandait alors pourquoi la présidente du Mexique acceptait ainsi de se plier aux exigences de Donald Trump sans contrepartie, jusqu'à même lui servir son plus beau trophée de chasse sur un plateau d'argent, le capo Rafael Caro Quintero que les Amerlocs insistent pour faire extrader depuis 40 ans. Quelques jours auparavant, El Mayo avait adressé une lettre à la présidente Sheinbaum depuis sa prison de Brooklyn, dans laquelle il prétendait que le Mexique tout entier allait s'effondrer et voler en éclats si jamais il révélait au monde ce qu'il savait des sombres affaires de la politique mexicaine. Avant même cette lettre, la présidente du Mexique s'était dite favorable à une extradition d'El Mayo, cette fois des États-Unis à destination du Mexique, étant donné que l'arrestation du leader du cartel de Sinaloa était totalement illégale et allait même à l'encontre du droit international et même des droits de l'homme. Pour capturer El Mayo, les Américains ont dû s'allier avec ses rivaux, les fils d'El Chapo, soit les pires mafieux et pires salopards qui existent au Sinaloa. Cette alliance incongrue a débouché sur une opération secrète des Américains parfaitement illégale sur le sol mexicain, au cours de laquelle un député a été tué et le parrain El Mayo Zambada séquestré et malmené avant d'être placé incognito dans un avion à destination du Texas. Mais après cette lettre, le gouvernement du Mexique déclare cette fois plus fermement vouloir voir revenir El Mayo Zambada dans le pays. Jusqu'ici, les autorités américaines n'ont pas accédé à cette requête, puisqu'ils poursuivent actuellement El Mayo en justice à New York et souhaitent également le condamner à mort, comme pour Rafa Caro et Elvis Roy. L'extradition de ceux-ci étant survenue quelques jours après l'affaire de la lettre, les journalistes ont alors supposé qu'il pouvait s'agir d'un échange entre les autorités mexicaines et américaines. Zambada, que veut le Mexique, contre 29 des plus grands narcotrafiquants se trouvant dans les prisons mexicaines, dont l'objectif prioritaire des Américains, Rafa Caro. Et tout le monde est content. Sauf que jusqu'ici, rien ne montre qu'El Mayo Zambada ait été effectivement la contrepartie qui ont motivé les autorités mexicaines à livrer aux Américains tous ces criminels, car le parrain Zambada demeure toujours incarcéré aux États-Unis. Cette rumeur d'échange a tout de même de quoi faire sourire quand on pense que Zambada a été directement formé par ce même Rafael Caro Quintero, qui était son chef dans les années 70, et que le second détenu de haut vol, Vicente Carrillo Fuentes, n'est ni plus ni moins que le filleul de ce même Zambada. Nul doute que ça n'aurait posé aucun cas de conscience au parrain El Mayo de les voir tous deux prendre sa place si ça avait pu le faire revenir au Mexique et éviter la peine de mort. Revenons, si vous le voulez bien, à la nouvelle que je vous annonçais en début de vidéo et qui fait actuellement les gros titres. La libération de l'oncle de Vicente Carrillo Fuentes et associé de Rafael Caro Quintero, qui a fondé avec ce dernier et Miguel Ángel Félix Gallardo le cartel de Guadalajara, j'ai nommé Don Neto Fonseca. Cette libération est survenue le 5 avril dernier au Mexique après que l'intéressé ait purgé sa peine de 40 ans de prison, également pour le meurtre de l'agent Camarena. Don Neto a en effet avoué avoir orchestré le kidnapping de l'agent fédéral qui a ensuite conduit à son assassinat. Toutefois, celui-ci avait été placé en résidence surveillée à partir de 2016 à cause de son âge avancé et pour raison de santé, étant donné que l'ancien narco serait aujourd'hui âgé de 95 ans. Outre son grand âge, Ernesto Fonseca souffre également de nombreuses infirmités, certaines graves, à savoir, tenez-vous bien, un cancer du côlon, une cécité au niveau de la vision, il serait pratiquement aveugle, un diabète, de l'arthrite, des rhumatismes, une hernie discale, de l'hypertension, une paralysie partielle du bras droit, ainsi que d'autres maladies non précisées. Son ancien complice, Félix Gallardo, âgé de 79 ans, n'est lui-même pas en meilleur état, tandis que Rafael Caro Quintero, 72 ans, souffre également de problèmes de santé et doit régulièrement être hospitalisé. Pourtant, sur le site de la DEA, l'ami Don Neto est aujourd'hui présenté comme un fugitif recherché potentiellement armé et dangereux. Personne ne sait encore si les États-Unis vont de nouveau insister auprès des Mexicains pour extrader Don Neto dans leur pays et potentiellement le condamner à mort. Il y a 10 ans, en 2015, les Américains avaient effectivement demandé à l'extrader, mais le juge mexicain statuant sur l'affaire avait rejeté cette demande,
arguant qu'on ne pouvait pas être jugé 2 fois pour un même crime et que Don Neto avait déjà été condamné à 40 ans de prison au Mexique pour le meurtre de Camarena. Aujourd'hui, en considérant la mauvaise santé de l'ancien capot, déjà un pied dans la tombe, on se demande bien quel serait l'intérêt de faire transférer un ancien détenu à un âge aussi avancé pour le juger de nouveau. Mais bon, on sait bien que ce n'est pas ça qui arrête les Américains quand il s'agit de venger le meurtre de l'un des leurs.